sommes de retour sur le plateau de Dimanche C'est Politique pour le duel de ce dimanche C'est Politique. Nous avons avec nous ce matin Antoine Aloukonou du Bloc républicain. Bonjour. Bonjour, M. Xavier. Et un nouveau visage, Agosou Rémi, des Forces Cori pour un Bénin émergent. Bonjour, M. Xavier. Bienvenue sur nos plateaux. Voilà, le duel de ce matin, nous tournerons autour de deux thèmes principalement. Il avait promis d'aviser, bien c'est fait, Patrice Talon est candidat à sa propre succession et c'est sans aucun doute l'événement de la semaine. Et nous reviendrons également sur les exigences du front, de ce qu'on a appelé du front de l'opposition, autour des questions comme le parrainage, la liste de la LEPI, et nous allons faire une incursion également, nous allons revenir sur les déclarations du professeur Olo. Voilà, ce sont autour de ces questions que nous allons, que va se tenir le duel de Dimanche C'est Politique de ce matin. Le duel, c'est parti. Alors, Monsieur Agosou Rémi, vous en avez été témoin comme nous tous. Le président de la République a fini par aviser. Merci beaucoup, M. Xavier. Je pense que pour un opposant sérieux, ce n'est pas un événement. Parce que nous avons suivi la chronologie depuis l'échec de la tentative de révision de la Constitution sous la 7e législature. Le chef de l'État a dit qu'il avisera désormais. Et nous avons suivi aussi les derniers développements, la façon dont on a suscité sa candidature, le timing avec lequel le chef de l'État a programmé sa tournée de reddition de comptes. Si il confirme, en tout cas, ce n'est pas un événement pour nous. Et c'est un droit constitutionnel pour lui. Ceux qui ont cru en cette promesse, ça n'engage que. Sinon, avec la manière dont on est en train de gérer, la manière dont les choses se passent depuis l'échec de la révision de la Constitution, ça ne m'étonne pas. Et je pense que ça n'étonne pas la FCBE que Patrice Talon soit candidat à sa propre succession. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est comment faire, comment nous organiser pour remporter dans les urnes. Oui, je crois que ce que M. Agosou a dit, je pense que toute l'opposition aurait été dans ce sens. Et ce serait un peu bien parce que peu importe que le président Patrice Talon ait tenu une promesse morale et qu'il finalement qu'il a avisé, ce qui est important, c'est comment faire pour aller le battre dans les urnes. Donc, ceux qui s'attardent encore à dire qu'il a prêté serment, qu'il fera un seul mandat, et que par fini, il se trouve qu'il prend la décision d'être candidat à sa propre succession, ils perdent le temps. Parce que depuis que, je voudrais rappeler quand même que on ne saurait dire cela sans se référer à l'histoire. M. Agosou l'a rappelé. Le président Patrice Talon a bel et bien respecté son serment. Moi, je le dis. Je le dis parce que, une fois arrivé au pouvoir, est-ce qu'il n'a pas envoyé un projet de loi constitutionnelle qui le contraint à faire vraiment un seul mandat? Est-ce qu'il a fait? Oui ou non? La réponse est oui. Et donc, si cette constitution était votée, est devenue donc exécutoire en tant que loi de l'État, elle serait la référence aussi aujourd'hui. Et en tant que tel, le président Talon ne peut plus être candidat, même si entre-temps sa volonté avait changé. Les constitutions pour finalité de contraindre les acteurs politiques à se départir de leur propre conception et à rester dans la ligne tracée par le peuple. Donc si aujourd'hui cette possibilité, elle existe, la responsabilité, elle est partagée.
partagé par le fait que les acteurs politiques de l'opposition d'alors qui ont bloqué le processus de Mais vote, certainement, ils ont leur raison. j'en viens, qui ont bloqué le processus en ce moment, doivent pouvoir se rendre aussi responsables dans ce processus, au lieu Non, monsieur Adoukourou. J'en viens. La constitution rejetée en elle-même n'était pas aussi parfaite que ça. Il y a en dehors de... Non, ce que je dis là, au moment où on voulait rejeter, si on s'en tenait nécessairement au mandat unique, puisque les députés ont le droit d'amendement, conformément à l'article 103 de la Constitution, ils pouvaient dire, oui, le contenu en certains endroits, on modifie. On apporte telle clarification, on fait tel rajout, et maintiennent quand même le mandat unique. Et ils vont voter. Mais ils ont fait un vote politique. C'est-à-dire que... C'est la compréhension que vous avez de, non, c'est pas de l'échec. Ils n'ont pas tenu compte du contenu même du test. D'accord? Ils ont fait un vote politique. Est-ce qu'un vote n'est toujours pas, surtout à l'Assemblée nationale, n'est pas toujours politique? Non, c'est politique, mais cela... C'est le haut lieu d'ailleurs. C'est politique, mais Oui. cela n'enlève pas Oui, aux députés ces prérogatives d'amendement oui. des lois. Ils pouvaient amender et faire quand même leur jeu politique. Donc, s'ils ont ouvert ce canevas, Oui. et que en réponse, dès l'échec, le chef de l'État dit « j'aviserai », nous devons déjà comprendre que, comme le tam-tam, le son du tam-tam a changé à l'Assemblée, que le rythme du chef de l'État en termes de danse, déjà aussi a changé. Je pense que nous, ce qui nous préoccupe, Oui. c'est l'organisation pratique pour que dans les jeunes, le peuple fasse un choix du vrai bâtisseur. Voilà, c'est tout. Donc, nous n'allons pas tergiverser sur ça. L'opposition n'a pas le temps aujourd'hui, en tout cas l'opposition sérieuse à laquelle j'appartiens. Il y en a de non sérieux, bien sûr. Bon, c'est vous qui le dites. Non, je parle de... Laissez-le finir. Laissez-le Chaque fois, finir. vous ne parlez plus maintenant d'opposition, vous parlez d'opposition sérieuse. Sérieuse. Et j'ai dit sincèrement, Oui. il y en a de ça me non-sérieuses. ça me pousse à passer rapidement au second sujet Oui. avant de creuser le fond. Vous parliez d'opposition sérieuse. Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, il y a la naissance de ce qu'on appelait le front de l'opposition pour la restauration de la démocratie. Est-ce que c'était une nécessité? Vous n'en faites pas partie apparemment, parce que je pense que à moins FCBE ne fait pas partie de ce front. De ce front, Oui. mais cela Voilà. ne voudrait pas dire Oui. que nous sommes contre un regroupement. Cela ne voudrait pas dire que FCBE n'est pas d'accord pour que l'opposition se mette ensemble, s'organise pour aller véritablement conquérir le pouvoir en 2021. Le problème, c'est une question de discours. Voilà. Ce regroupement, le front qui a été mis sur pied, quel est son discours? Aujourd'hui, la FCBE, en acceptant d'aller au dialogue politique, en acceptant de participer aux élections communales, ne peut plus s'inscrire dans un front qui demande de bannir toutes les lois de la République. Je dis bien, la FCBE n'est pas contre le regroupement des partis politiques. Ça fait partie d'ailleurs des moyens d'organisation pour atteindre l'objectif de 2021. En 2021, nous devons prendre le pouvoir. C'est le président Patrice Talon. Il doit passer ses vices. Il faut s'organiser. Mais si nous devons nous mettre dans un creuset où, après avoir nous conformé à une loi, après avoir participé à un dialogue, après avoir participé à des élections, nous nous levons pour demander de suspendre toutes ces lois. Ça sonne comme un rétropédalage, ça sonne comme un jeu de surplace auquel nous ne pouvons pas participer. Surtout que l'objectif de ce creuset, c'est de soulever le peuple. C'est de faire la guerre. Le Bénin n'en a pas besoin. La FCBE travaille pour la paix. Nous allons restaurer la démocratie, mais dans la paix, sans violence. Et la solution se trouve dans les urnes. Voilà.
sur cette même question? La question c'était, est-ce une nécessité ou c'est une pure diversion? Oui, je suis très content de mon interlocuteur que j'ai en face ce matin, ne serait-ce que sur cette question. Parce que... J'ai eu peur. Non, ne serait-ce que sur cette question. Oui. Parce que je fais mienne les analyses de M. Akosou dans le sens de voir le combat d'une opposition donnée. Parce que ils sont démocrates, dit-il, mais j'ai l'impression que les notions élémentaires de la démocratie les échappent quand j'observe leur comportement. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est un état de droit. La démocratie, en ce sens, c'est les règles préétablies. Parce que celui qui parle d'un état de droit, il parle d'existence d'un ordre constitutionnel et juridique, déjà. Et une fois que ces lois sont établies, quel que soit le rapport dans lequel ils sont établis, pour changer le rapport, pour changer les lois, on ne procède que de la même manière. Il y a toujours le principe du parallélisme des formes. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, fut-elle monocolore ou multicolore... Nous sommes d'accord sur... Non, puisque j'emprunte les termes que vous utilisez. Moi, je n'ai jamais vu... Dites sur ce plateau au moins que cette Assemblée est monocolore. Je n'ai jamais vu dans un document de droit constitutionnel ou bien de droit parlementaire que je lis ce mot Assemblée monocolore. Et je m'étonne même que des professeurs de haut rang... Non, ça c'est des théoriciens. Donc, moi je n'ai jamais vu, je ne sais pas ce que vous appelez monocolore. Je sais qu'il y a une Assemblée nationale qui est en train de jouer son rôle de législateur tel qu'il le voit. Point barre. Maintenant, lorsqu'on n'est pas d'accord que cette Assemblée telle qu'elle procède, que ce n'est pas bon, que les lois qui sont là sont scélérates, sont source de division par voie, ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est démocrate? Ce qu'on fait, c'est qu'on va vers le peuple pour avoir la souveraineté du peuple en tant que représentant à l'Assemblée nationale, en tant que chef d'État, pour pouvoir maintenant rasseoir ce qu'on juge être bon pour soi. Et je signale au passage qu'au moment où aujourd'hui seront en train de faire ça, qu'il y en aura toujours des groupes de Béninois qui ne seront pas d'accord, mais qui seront obligés de subir. Donc, eux-mêmes aujourd'hui, ils doivent subir, encore moins que je vois la pertinence des réformes, ils doivent subir et changer la donne quand ils seront là à travers les urnes. Donc, en principe, la préoccupation essentielle de l'opposition aujourd'hui va se résumer, si moi j'en étais un opposant, en deux éléments forts. Le premier élément, comment faire pour avoir un candidat aux élections qui sera validé par la Cour constitutionnelle. Ça sous-entend comment faire pour avoir les parrains. Parce qu'il y a un problème factuel qui se pose aujourd'hui, mais vous savez déjà, avec les déclarations de l'Union progressiste, avec la volonté des parrains du BR dont je suis membre. Oui, déjà sur cette question, l'Union progressiste a précisé hier que les parrainages, d'accord, même pour des candidats soutenus par des partis politiques. Voilà. Oui. Et j'ai suivi ce matin sur une de vos chaînes sœurs, où déjà des gens démocrates disent que comment l'UPP faire cette exigence alors que la loi ne le fait pas. C'est une directive. C'est une directive. Mais au sein de et cette directive, à ma foi, n'en saurait être autrement. Même au niveau du BR qui n'en a pas parlé, j'espère que ça le président même, parce que nous avons dit que en faisant la réforme, c'est pour marquer la suprématie des partis politiques sur des individus que nous ne connaissons de nulle part et qui viennent déstabiliser la classe politique. C'est ça notre objectif. Nous voulons rendre stable le système partisan. Et donc, pour le faire, il faut que le candidat à l'élection présidentielle passe nécessairement par le visa des partis politiques. Oui, attendez, sur cette même question, sur cette même question, il va répondre. Attendez. La STB ne fait pas le contraire. Et pour avoir accepté de se conformer, nous avons accepté le système de parrainage. Non, le système partisan. Oui. En acceptant ce système partisan, c'est normal. Je ne trouve pas en quoi on peut critiquer l'orientation
de UP par rapport à ces députés d'aller parrainer les candidats qui viennent des partis politiques. Nous sommes un parti très sérieux. Pas des candidats qui viennent, qui sont soutenus. Qui sont soutenus par des partis politiques, oui. de toute manière. Il y a les primaires, il y a des processus pour dégager un candidat. Mais si nous négocions des parrains, après avoir accepté le système partisan, et que des individus sortis de nulle part arrivent à obtenir le parrain, c'est comme... le système est fabriqué juste pour déstabiliser un camp ou l'autre. Si nous voulons opérer des réformes, opérons des réformes, respectons les détails des réformes. Pour faire sérieux, nous connaissons le nombre de partis politiques au Bénin. Aujourd'hui, nous demandons à ces parrains d'être ouverts à ces partis politiques pour leur permettre à ce que tout le monde participe aux élections. Et je voudrais vous rassurer que les parrains sont ouverts. Les parrains, ils sont totalement disponibles. Parce que nous ne voulons pas vivre les mêmes événements que 2019. Il faut que les élections soient vraiment ouvertes. Non, mais ces événements, c'est des événements qui sont prémédités. Et donc, on n'est pas dans le cas aujourd'hui. Si vous organisez, vous allez trouver les parrains. Puisque les partis politiques aussi ont le souci de la paix. Si l'UP a dit, je permets à mes parrains d'aller donner leur caution à un candidat soutenu par un autre parti politique, c'est dans le souci toujours de l'ouverture. De l'ouverture. Donc, il reste maintenant à ce que les autres jouent leur partition. Parce que si je prends un parti comme les démocrates, qui... Puisque j'ai écouté un de leurs membres hier sur une chaîne de télévision qui dit que, à la question de savoir est-ce que les démocrates vont participer aux élections, il a été clair. Il a dit que les démocrates ne sont pas prêts à aller chercher le parrain qui provient d'un autre parti politique. Que ce ne serait pas bon que un parti pour lequel ils se sentent être des concurrents, que c'est eux qui leur donnent les parrains. Que aujourd'hui, leur plan, c'est qu'ils veulent tout faire pour qu'on revienne à une situation normale qui permet à tout le monde d'aller aux élections. Et les situations, vous les connaissez. Il faut mettre en application les décisions de la CADHP, il faut abroger la constitution révisée, les lois électorales, le code électoral, même les lois d'amnistie, qui a fait que leurs partisans sont allés en prison, on les a sortis. Ils veulent que les gens là retournent en prison. Oui. Donc, on a compris que du côté des FCBE, vous n'êtes pas sur cette même position. Non, mais je vais demander votre avis sur deux questions principales. Donc, parmi les exigences de ce front de l'opposition, il y a la question de la LEPI. Il y a la question de la prorogation du mandat présidentiel, deux points sur lesquels le professeur Théodore Olo est revenu par ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez sur ces deux points? J'avoue que je ne veux pas trop opiner sur cette question parce qu'à l'interne, nous sommes toujours en train d'analyser la question. Mais il faut dire que la FCBE est plus concentrée sur comment faire pour participer aux élections. Actuellement, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de remembrer nos structures de base. Tout le monde est en activité aujourd'hui. Dès que ceux qui sont envoyés sur le terrain seront à Cotonou, le BEN va se réunir et on pourra opiner sur la question de mettre... sur tout ce qu'a abordé le professeur Olo. Bon, sur cette même question qui fait, vous avez parlé des exigences du front de l'opposition tout à l'heure, il y a deux questions qui affleurent à côté de ce que la FCBE dit ne pas partager. Cette question rapidement de la prorogation du mandat présidentiel, ce sur quoi le professeur Olo est revenu, et l'audit de la LEPI. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. Est-ce que le professeur s'est prononcé également sur... Non, je vous pose les deux questions en même temps. D'accord, non, je crois que
la question de prorogation du mandat du président de la République, elle serait déjà réglée par la décision de la Cour constitutionnelle, qui a estimé qu'il est incompétent pour contrôler le pouvoir constituant dérivé. Ça veut dire qu'on reconnaît à la Cour, à l'Assemblée nationale qu'il peut procéder ainsi. Donc, en fait, le débat ne se fait plus. Le débat ne se fait plus. Puisque la Cour qui doit contrôler les choses a dit oui, le pouvoir constituant peut, pour des raisons... Je ne peux pas me prononcer sur la volonté du pouvoir constituant. Oui. Donc, ce débat, il est fini. Par rapport à la liste électorale, je crois que on est toujours dans le même tourment. La liste électorale pose quel problème? Et ça, je ne sais pas. Parce que la question des listes électorales, il n'y a jamais eu une liste électorale où vraiment tout est nickel. C'est toujours, il y a toujours quelques petits problèmes que les politiciens posent, mais on en tient comme ça et on va toujours aux élections. Donc, ces petites supputations sans précision, parce qu'on ne nous dit pas réellement. Parce qu'avant de parler d'un audit, il faut dire ce que vous avez constaté et qui frise. Non, sur cette question, la SCBA a demandé la même chose. Non, vous allez intervenir. On a demandé les fondements même qui poussent à demander ça, c'est le fait qu'on estime que les représentants au niveau de l'organe de supervision proviennent de la même structure. Alors qu'en réalité, la loi n'a jamais dit le contraire. La loi dit qu'il faut une majorité et une minorité. Et majorité-minorité, c'est en termes de nombre. C'est-à-dire un nombre plus grand et un nombre plus petit. Il faut que ceux qui sont plus nombreux soient là-bas, comme ceux qui sont plus petits, je pense soit, que j'en viens, soit aussi là-bas. Et je voudrais quand même nous rafraîchir un peu la mémoire, parce que ceux qui parlent ne sont pas des gens qui sont venus du ciel, c'est des Béninois, c'est des hommes politiques que nous connaissons depuis fort longtemps. Et je voudrais vous rappeler que aujourd'hui, la liste électorale qui est là est très fiable par rapport à celle qui a conduit au chaos de 2011. Parce que les conditions dans lesquelles on a élaboré cette liste est connue de tout le monde. Même le jour de l'élection, on continuait d'inscrire les gens dans des cahiers parallèles. Vous inscrivez votre nom, vous allez voter et tout est mélangé là. Parce que, évidemment, on a décidé de faire la LESPI en 2010, à un moment où l'élection est prévue pour 2011, où on n'avait plus le temps matériel d'avoir une LESPI vraiment consensuelle. Mais vous auriez pu et accepter tous les partis quand même à jour autour. Il peut y avoir une mesure exceptionnelle pour faire participer, parce que après nous avons aujourd'hui au niveau de la loi a autorisé les partis politiques à aller vérifier la liste. D'accord. La loi a autorisé. On aurait souhaité. Donc vous pouvez aller vérifier, poser des questions. On aurait souhaité être plus opérationnel dans la malheureusement, la loi ne vous permet pas d'être à l'opérationnel. Dans des conditions particulières, il faut des mesures particulières. On va y revenir. Nous avons été exclus d'une élection législative. Nous avons été exclus d'une élection législative. Et vous allez réagir. Allez, donnez votre position. Donnez votre position. Utile que le COS-LEPI ne joue qu'un rôle de supervision. D'accord. Il n'a pas un rôle technique à jouer. D'accord, donnez votre position. C'est le CNT en fait qui fait le fichier de la LEPI. Oui. Ce n'est pas le COS-LEPI. Monsieur Adoukonou, oui. Allez-y. Après cette élection qui a exclu toute l'opposition, qu'on trouve des mesures exceptionnelles pour faire participer à cette supervision tous les partis politiques qui ont accepté se conformer. La FCBA a été lésée sur ce point. Et je voudrais que vous nous accordiez ça. Nous devrions. Il y a des partis qui se sont conformés avant la constitution de COS-LEPI. C'est normal, nous partons à une élection, nous devons savoir ce qui se passe. Sur ce point, nous sommes lésés. Nous sommes lésés, M. Adoukonou.
l'idéal voudrait que ces partis politiques aient un regard. Le tout ne suffit pas de nous dire, mais allez regarder. Mais ce qui est fait avant que la liste ne sorte. C'est là le problème. Moi, je crois que nous sommes dans une opération d'actualisation. C'est-à-dire que ne créons pas l'impasse. Le cause qui est là, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne crée pas une nouvelle liste. On n'inscrit pas des gens sur la liste. Ceux qui doivent vraiment encore rentrer dans ce fichier-là, c'est des gens qui sont normalement cités par la loi. Et ils doivent remplir des conditions à preuve. C'est des conditions à preuve. C'est-à-dire que les premières personnes qui peuvent rentrer, c'est ceux qui ont maintenant l'âge de voter, mais qui étaient dans la base. Oui. On va les progresser de façon technique vers les électeurs, ceux qui doivent voter. Oui. Vous pensez que là, maintenant, qu'est-ce qu'un homme politique peut faire là? On dit que la personne doit être déjà dedans. Et maintenant, comme il a atteint l'âge de 18 ans, on l'amène vers ceux qui peuvent voter. Qu'est-ce qu'un homme politique? Fut-il le président de la République là? Si on le met là, par rapport à ça là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va créer des gens dedans? Il ne peut rien faire. Deuxième personne qu'on peut retrouver là, c'est des gens, par exemple, ceux qui sont décédés. Il faut les rayer de la liste. Et pour rayer les gens, il faut un certificat de décès. Ce n'est pas qu'on va venir seulement pour dire que telle personne là, il est décédé et les gens vont l'enlever. C'est à base d'un certificat de décès établi par l'autorité de l'état civil que le CNT procède à la radiation. Là, encore, qu'est-ce qu'un homme politique peut faire? Quelqu'un va être vivant et quelqu'un va signer un document pour dire qu'il est mort et on va l'enlever. D'accord? Troisième chose, les gens qui n'étaient pas dans le fichier et qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour justifier ce qui fait qu'ils ne se sont pas retrouvés, et suite à une décision de la Cour où le CNT sera ampliataire, on peut inscrire celui-là. Donc, voilà. C'est un travail technique et la supervision n'a pas un pouvoir de modifier quoi que ce soit là. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est votre position qui vous permet de faire cette Non. Moi, ce que j'ai dit là, c'est ce que la loi dit. Si vous étiez à notre place, vous allez revendiquer la même chose. Non, c'est vrai. C'est vrai que... Vous allez revendiquer la même chose. C'est vrai que lorsqu'on est absent, on a toujours l'esprit très renté. Puisqu'on est en concurrence et que lorsque vous n'êtes pas présent, vous avez une vue de l'esprit de ce que votre partenaire vis-à-vis là est en train de manipuler tout. Ça, c'est une vue de l'esprit. Mais de façon concrète, ce que l'actualisation signifie, c'est ça que moi j'ai expliqué. Et dans l'actualisation telle que j'ai décrit là, je ne vois pas la possibilité pour qui que ce soit de modifier, de manipuler quoi que ce soit. Je dirais simplement que l'opposition aurait souhaité être présent que d'être absent. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais on a compris que vous n'êtes pas si absent que cela. Vous avez des mairies en gestion, donc on suppose que la question du parrainage est réglée en partie pour vous. Donc pour le reste... Les négociations poursuivent, tel que je vous ai dit. Et la FCBE est dans la logique d'aller aux élections. Et nous sommes en train de nous préparer activement pour dégager le candidat, le vrai bâtisseur, capable de satisfaire les attentes du peuple béninois en 2021. Et nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes sur le terrain. Voilà. Nous nous préparons. Okay. Non, je crois que c'est déjà une très bonne décision de ne pas s'inscrire dans la logique de ceux qui ne veulent pas participer aux élections pour demain. Nous avons vécu l'expérience de 2019. Monsieur Adoukonou, oui. Nous avons tiré les conclusions. Voilà. Les seules victimes, les seuls perdants dans ce bras de fer, c'est ceux qui n'ont rien à gagner à la fin du combat. Voilà. Donc, nous avons en 2019, la SEBT est restée dans cette logique. Mais ça n'a rien changé. Il faut changer de méthode. Face à un système qui vous broie tous les jours, il faut changer de mécanisme, il faut changer de stratégie pour pouvoir lui structurer le pouvoir. Parce que sans que vous n'êtes pas aux affaires, vous ne pouvez rien faire. Pour changer cette constitution, il faut que nous ayons le vrai bâtisseur au pouvoir.
pour revoir ces lois qui nous gênent si tant aujourd'hui, il faut arriver là. Donc la solution n'est pas dans la rue, la solution se trouve dans les urnes. Et je profite pour envoyer un message à la jeunesse. Parce que c'est souvent nous qui sommes utilisés à ces fins. Mais finalement, nous nous retrouvons dans les prisons. Je parle du cas de Faletti qu'aujourd'hui personne n'en parle. Je ne suis pas sûr que ses parents bénéficient du soutien de quelqu'un. Il est le seul devant ses responsabilités. Je prends le cas de celui qui s'est broyé la main à Kadiaou. Aujourd'hui, il vit son handicap. Il n'a rien à gagner dans cette lutte. Je demande à la jeunesse de suivre la logique de FCBE, puisque c'est la meilleure stratégie. Aucune lutte ne peut avoir de victoire si nous nous réclamons démocrates sans les jeunes. Je veux renchérir en disant que il faudrait que ces militants de ce parti, dit les démocrates, soient très éveillés. Parce que, si vous voyez bien ce qui est arrivé à la FCBE... Bon, il n'est plus question des démocrates, non, on parle de front oui, aujourd'hui, non, démocrates... Oui, de front, tout ça là, mais pourquoi je le dis? Le mouvement du pourquoi je procès à parle de Ivor. démocrates? Je vais Oui. vous envoyer. Oui. Vous voyez ce que la FCBE a vécu. Pourquoi la FCBE a vécu tout ça là? C'est à cause du président Yahi Boni, qui avait la suprématie de décision sur le parti. Et là où il veut aller, il est obligé de conduire tout le monde là. Vous avez vu, lorsque la FCBE a eu son récépissé, qu'est-ce que les autres ont dit? Ils ont dit que c'est parce que la FCBE est en connivence avec le pouvoir qu'il a eu son récépissé. Bon, aujourd'hui, les démocrates... Non, aujourd'hui, les démocrates ont eu leur récépissé. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en connivence avec le pouvoir qu'ils ont eu leur récépissé? Le débat il est ailleurs. C'est-à-dire que le président Yahi Boni a un projet qui est de renverser les choses sans les urnes. Et en voulant conduire certainement la FCBE dans ce sens, il y en a un staff qui a tiré la conclusion là et qui a vu que le débat, c'est pas là, c'est dans les urnes. C'est ça qui a fait qu'ils sont allés créer les démocrates. Et quand vous voyez aujourd'hui la position des démocrates, c'est de penser que c'est dans la rue, c'est dans la mise en veilleuse de l'ordre constitutionnel qu'on peut faire les choses, au lieu de penser que c'est dans les urnes. Donc, je voudrais attirer l'attention des gens pour que les gens ne suivent pas bêtement un certain leader qui ont leur projet politique et que personne ne comprend. Donc, si en dehors des exemples béninois que M. Agosso a donné, la Côte d'Ivoire à côté est un exemple. La Guinée à côté est un exemple. Vous avez vu en Guinée combien qui sont morts dans cette histoire de nouvelle république. Vous avez vu en Côte d'Ivoire combien sont morts. Mais aujourd'hui, vous voyez encore que les protagonistes en Côte d'Ivoire semblent trouver le bout du tunnel. Mais ceux qui sont morts ne vont pas se réveiller. C'est pourquoi j'invite la jeunesse à ne pas se laisser lancer dans cette aventure sans fin là, à cause des ambitions des hommes politiques. Lorsque vous perdez votre vie, lorsque vous devenez handicap à cause de cela, mais c'est vous qui êtes perdant, puisque la classe politique trouvera toujours une formule hein, plus tard. Oui, sur cette même question, vous vouliez dire quelque chose? Bon, je continue d'exhorter la jeunesse à la retenue. J'invite la jeunesse à retrouver le bon chemin, parce que 2021, c'est notre génération. Notre génération, nous devons bien bâtir, pas dans la violence. Oui, vous parlez de bâtisseurs, mais il y a... J'ai oublié. Je viens. J'ai oublié oui, là, ça m'a échappé. Monsieur Aroukonou, je pose la question. Je pose la question. Oui, vous parliez de bâtisseurs. Le président sortant, le président qui est candidat à sa propre succession, a son bilan pour lui. Quand vous écoutez, c'est à croire que rien ne se fait dans le pays. Seul le peuple connaît le vrai bâtisseur. Le président Patrice Talon a son bilan qu'il défend. Mais les attentes de la population n'est pas comblées. Les attentes ne sont pas comblées. La population espère mieux. Le volet social, la FCBE travaille. Et par le passé, la population sait
en quoi la FCBE a été utile. Quand je parle de vrais bâtisseurs, je pense que le candidat de FCBE pour les élections de 2021, vous aurez le temps de constater. Donc, la solution, c'est FCBE. Le vrai bâtisseur est à chercher du côté des FCBE. Oui, oui, mais l'actuel bâtisseur estime qu'il est en train de combler les attentes de la population, ce qui n'est pas totalement vrai. Donc, vous lui en dehors des infrastructures, oui, le peuple a besoin du pain. Donc, FCBE va construire, va bâtir et apporter du social à la vie de la population béninoise. Donc, le vrai bâtisseur, la solution, c'est le seul et unique parti de l'opposition réellement constitué selon les tests en vigueur. Oui, il y a les démocrates aussi qui sont réellement constitués. Non, ils n'ont pas le statut d'opposition. Ça, c'est des tricheries. Lorsque vous êtes parti politique, il faut avoir le courage de dire je suis mouvancier, je suis opposant. Mais être parti politique où vous n'avez pas un statut réel. Oui, ils sont clairement de l'opposition quand même. Non, ça ne se déclare pas dans la bouche. Il faut poser les actes. Oui. Il faut avoir les documents. La législation en vigueur au Bénin dit lorsque vous voulez appartenir à l'opposition, vous constituez des dossiers. Vous déclarez en tant que tel, oui. Vous vous déclarez en tant que tel. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui au Bénin, le seul parti qui a ce courage, c'est FCBE. Et je pense que nous allons continuer dans ce sens. Et je pense que la délivrance de ce peuple viendra de FCBE. Voilà, il concède quand même qu'il y a un bâtisseur en place. Je confirme d'abord en disant effectivement que les démocrates sont un parti de l'opposition de fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le statut sur l'opposition et qui trace les voies par lesquelles il faut passer pour devenir vraiment un parti de l'opposition. Et il y a un statut de l'opposition. Oui, donc, je rappelle à tous les utiles qui doivent remplir ces formalités-là parce que ces formalités débouchent sur ce que nous appelons le chef de file de l'opposition qui a des droits surtout financiers. Il ne faut pas qu'au moment où c'est ceux qui ont rempli les formalités commencent pas à en bénéficier, qu'on commence pas à faire des critiques. Monsieur... Vous voulez dire qu'en 2021, nous allons continuer avec l'opposition? Bon, je parle de ce que je vois actuellement. Nous, on travaille pour prendre le pouvoir. Je parle de ce que je vois actuellement. Ah, justement. Je parle de ce que je vois actuellement. D'accord? Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu, malgré que nous remplissons toutes les conditions. Je suis très pressé. Vous n'avez pas eu notre statut d'opposition, de chef de file de l'opposition. Vous avez eu l'argent quand même. Non, ça c'est le financement des partis politiques. C'est-à-dire, après avoir vous conformé au système partisan, cette loi existait depuis. C'est parce que nous ne nous sommes pas pris au sérieux qu'on n'est jamais arrivé à bénéficier de ce financement. Une fois que nous nous organisons, ça revient de droit aux partis, parce que les partis politiques désormais ne seront plus affaire d'un individu. C'est une affaire nationale et la vie d'un parti politique concerne tous les militants désormais. Voilà, je profite pour vous dire que ce n'est pas seulement les infrastructures routières qui constituent le bilan positif de Talon. Vous venez d'en énumérer d'autres en disant que désormais, donc vous constatez que oui, les choses ont changé, ce n'est plus avant. Donc vous en avez déjà rajouté aux infrastructures. N'oubliez pas que c'est un devoir régalien pour un chef d'État de travailler pour sa nation. Ça revient au peuple de dire je suis satisfait de se retrouver à travers le bilan. Tout le problème est là. Tout à l'heure en parlant du bilan, vous avez semblé rester seulement dans le cadre des infrastructures. Quand nous voyons comment vous présentez le bilan du chef de l'État, Patrice Talon, vous donnez l'impression que ce sont les infrastructures seules dont les Béninois ont besoin. Non. Moi, je ne parle pas seulement des infrastructures. Mais le plan des Béninois, j'ai toujours présenté ce bilan au plan politique, économique et social. Et le volet social. J'en viens. Donc, parlant du volet social, je suis vraiment très pressé de voir votre programme d'action dans ce sens. C'est-à-dire que ce n'est pas devant les micros en parlant seulement. Je veux voir ce que vous appelez par social et ce que vous voulez faire au plan social qui soit différent de ce que fait le président Patrice Talon. Parce que
la notion de social, Oui. telle que galvaudée, où on fait penser aux gens que le social signifie que vous êtes dans votre maison et on passe devant votre maison pour vous venir donner de l'argent. Le social, c'est pas ça. Les principes économiques qui sont établis et qui sont universels, vous n'allez pas venir en démontrer un autre. La répartition de la richesse nationale est bien tracée. C'est-à-dire que... C'est vous qui le dites. Non, moi je dis... Moi je vous parle en tant qu'un économiste et je vous dis que même si vous venez là, vous ne pouvez pas faire le contraire. C'est ce qui se fait depuis des millénaires là, que vous-même vous allez faire peut-être en faisant d'autres adaptations. On partage la richesse. Vous savez quand même qu'on peut améliorer. Je ne refuse pas. C'est des options que les États font. C'est juste mais pour ça je dis quel que soit l'option, oui, le social va toujours être une redistribution secondaire. Oui. Et pour faire la redistribution secondaire, on le fait dans le sens des besoins collectifs. Il n'y a pas un social qui prend les individus, leurs problèmes propres. Je ne vous ai jamais dit, c'est vous qui êtes en train de nous développer à notre place, notre place sociale. Puisque vous dites que le peuple n'est pas... J'ai comme l'impression que vous êtes dans notre cuisine interne. Non, le peuple n'est pas sérieux. Quel social vous allez faire? Quel social vous voulez faire? C'est moi qui dis que je veux voir votre social là. Mais tenez-vous tranquille. Quel que soit votre social, ça ne va attendre qu'aujourd'hui, nous avons le projet H qui veut s'occuper de cette partie de la population qui n'a pas les moyens d'accès à la santé. Qui veut? Donc, quel que soit... Ce n'est pas encore... Non, nous sommes à la phase... Non, on n'est pas encore à la phase opérationnelle totale. On est à la phase de pilote. Nous viendrons mieux parfaire pour vous. Je ne refuse pas. On est à la phase pilote. D'accord? Donc, la santé, on s'en occupe. D'accord? Aujourd'hui, au niveau de l'éducation, on a déjà beaucoup de projets structurants pour pouvoir prendre... Monsieur Adoukonou, c'est quand même après 5 ans, hein, vous continuez de projeter. Non, on ne projette pas. Mais vous savez, je vais vous dire, quelqu'un qui veut gouverner un pays et qui veut être sérieux, il doit être très organisé. Il doit être très organisé. Parfois, on peut accepter l'impopularité parce que le peuple n'est pas souvent dans l'économie de ce qui se fait. On ne peut pas faire le pilotage à vue qu'on avait vu entre-temps là, où sans réfléchir, sans modeler, sans faire des conceptions, on lance les projets et qu'à l'arrivée, c'est les éléphants blancs ou bien c'est des investissements. Vous savez, Maria Greta qui est là, 44 milliards. Si on avait pensé bien ce projet, ce ne serait pas un éléphant blanc. On a utilisé d'autres ressources d'État pour faire encore Maria Greta 2 que vous avez vu, non? Donc, la réflexion doit précéder les choses. Donc, aller au cas par cas n'est pas une faiblesse pour un État. On n'est pas forcé de dire, oui, venez, parce qu'on veut satisfaire les gens. Non. Donc, il y a une méthode de travail. Donc, si je souhaite que vous soyez là. Mais je sais que vous ne pouvez pas battre le président Talon dans les chines. Moi, je suis très convaincu. On va le laisser réagir. C'est le 11 avril. Je suis très content que c'est le 11 avril. Déjà est prêt pour aller aux élections. Si les démocrates peuvent faire des efforts aussi d'aller dans ce sens, nous n'avons jamais... Nous allons faire le combat sur le terrain. La FCBE n'a jamais dit qu'il n'ira pas aux élections présidentielles. Et jamais la FCBE n'a boycotté une élection. Mais vous nous avez exclus en 2019. Nous avons tiré les leçons. Nous avons tiré les leçons. Nous avons trouvé le mécanisme qu'il faut pour avancer. n'est pas parmi vous maintenant. Pour avancer. Monsieur Adoukonou, laissez-le parler. Oui, allez. Maintenant, nous allons vendre nos candidats aux populations. Nous savons ce que veut le peuple. Nous leur avons concocté un bon projet de société que nous allons leur soumettre au moment venu avec le bâtisseur qu'il faut. Et je crois que le meilleur choix pour sortir le Bénin de l'ornière, c'est le parti FCBE. Vous tenez à... Allez-y, allez-y. Vous parliez de social tout à l'heure. Il a parlé de Maria Greta. C'est quand même un passif. C'est quand même un passif pour les FCBE. Maria Greta 1. Il faut nuancer. Hein. Il y a les 10 ans de gestion et la gestion du parti actuel. Je ne veux pas faire ce débat sur le plateau. Oui. Et je ne suis pas là pour aborder le projet de société que FCBE est en train de faire.
pour que M. Adoukonou puisse vendre les mèches aux siens pour qu'ils adaptent rapidement. Parce que ça va chauffer, hein. Ça va chauffer, hein. Ça va passer, le chaos là, ça va se faire rapidement. Ça va chauffer, hein. Non, non. Où sont les candidats ouïa que vous avez là? Alors, nous allons sortir de ce débat, monsieur Adoukonou, sur les questions. Vous vouliez réagir sur la sortie du professeur Olo, très rapidement et très succinctement. Je vous écoute. Bon, je serai vraiment succinct parce que c'est vous qui dirigez le débat. Oui, évidemment. Je n'ai pas de choix. Mais je voudrais d'abord dissocier la personne politique du professeur Théodore Olo de sa personne de professeur d'université. Cette confusion-là, on ne peut pas le faire. Et c'est parce qu'on est en train de faire cette confusion qu'on pense que, puisque le professeur Théodore Olo est bel et bien conscient que sur la question du contrôle du constituant, qu'il existe une controverse doctrinale dans le monde constitutionnel. Ça, il le sait. Il sait que sur cette question-là, que ses prédécesseurs, les aïeux du droit constitutionnel, le doyen Vedel, Favoreux, beaucoup de personnes sont pour le fait qu'on ne doit pas contrôler le constituant. Il le sait. Et il sait aussi qu'il y a une autre école qui pense que pour limiter les abus des représentants du peuple, qu'il faut contrôler. Donc s'il était dans sa peau d'universitaire, s'il était à un colloque international, il ne manquerait pas de préciser les deux aspects. Mais parce qu'il est dans sa peau d'homme politique et qu'il est en mission politique, il a dû se ranger d'un côté. Et quand vous faites la similitude entre sa sortie et les choses qu'il a défendues, et ce que réclame l'opposition, vous verrez que cherchez à qui profite le crime et vous connaissez l'auteur du crime. C'est pourquoi je dis, moi je prends le professeur Théodore Olo comme un homme politique qui allait se prononcer sur une chaîne internationale et non un professeur émérite de droit constitutionnel que je réclame au passage. Quand vous observez que ce soit le professeur Joël Aïvo que j'ai suivi sur RFI et Théodore Olo même, mais en résumé, je parle de ceux-là parce que allez-y rapidement. Semblent se dire être les dépositaires du droit constitutionnel au Bénin. J'ai retenu des éléments essentiels que je peux me résumer en un, mais en écoutant Nouroudine Saka Saleh, je maintiens les deux. Il pose le principe de contrôle du constituant et le principe de la régulation, du rôle de régulation de la Cour. Mais ils savent, le professeur Théodore Olo sait que la régulation à la Cour constitutionnelle se fait lorsque on se trouve vraiment dans un cas de blocage. Il a fait, il a préfacé même un ouvrage écrit de main de maître par le docteur Gilles Barré, l'actuel secrétaire général de la Cour constitutionnelle, que je salue au passage. Théodore Olo même a préfacé son ouvrage, intitulé « Les attributions originales de la Cour constitutionnelle », qui n'a parlé rien que du rôle de la régulation de la Cour. Et en parcourant ce document, moi je n'ai jamais vu une régulation qui se fait parce que les acteurs politiques, un côté est mécontent, il n'est pas d'accord pour un sujet, il faut que la Cour régule. Non, le rôle de régulation de la Cour est l'exception. Ce n'est pas la normalité. La normalité, c'est le contrôle de constitutionnalité. Donc, le professeur Théodore Olo ne peut pas, dans ce cas, dire que la Cour doit réguler. En ce qui concerne le contrôle du constituant, c'est vrai que nous, dans notre jurisprudence par le passé, on a eu à faire ce contrôle en 2006, lorsque l'Assemblée nationale a révisé l'article 80 de la Constitution pour porter le mandat des députés à 5 ans. La Cour s'est opposée en parlant du consensus. Et voyez-vous, là où il y a le danger, lorsque je viens en 2011 sur la loi portant conditions de recours au référendum, la Cour constitutionnelle est allée même jusqu'à limiter le peuple lui-même, en disant que même s'il y a référendum, qu'on ne doit pas interroger le peuple sur le mandat.
Non.